Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Plusieurs personnes sont portées disparues après la chute d'un bus dans le fleuve Ouémé à Thio, dans la commune de Glazoué. L'incident est survenu dans la nuit du 16 au 17 août. Au Bénin, le 15 août est une date de grand rendez-vous. De fêtes sont célébrées à cette date, la Nouvelle Yam et l'Assomption assurent dans cette édition l'ambiance qui a régné à cette date. On parle également de la présidentielle de 2026 au Bénin. Les maires du Sud et du Centre ont été entretenus sur le parrainage par la Sénat. Des détails dans cette édition. Bonsoir à nouveau. Le préfet des collines, Sali Odoubou, indique qu'une quarantaine de personnes seraient encore piégées sous l'eau après une chute d'un autocar dans le fleuve Ouémé dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août. Selon le bilan provisoire, 9 rescapés ont été dénombrés et un décès inconfirmé. Le nombre total de passagers à bord n'est pas encore établi. Plus de détails vous seront fournis sur cette information dans nos prochaines éditions. La communauté chrétienne a célébré le 15 août dernier la montée de Marie au ciel, une solennité qui revêt une grande importance pour l'Église catholique, en ce sens qu'elle marque la consécration à la Vierge Marie, mère de Jésus. Quel est le sens et la portée de cette célébration? Élément de réponse avec le curé Hubert Kelouidé de la paroisse Bon Pasteur. Propos recueillis par Osaï TV. Alors, il faut d'abord faire la différence entre l'Assomption et l'Ascension. L'Ascension, c'est Jésus qui monte au ciel, alors que l'Assomption, c'est les anges qui sont venus porter Marie, dont le corps ne peut plus connaître la déchéance du tombeau. Et c'est simple, on peut dire, comme disent les théologiens, que devant le corps de Marie, le diable la mort a signé forfait, puisque la mort a été déjà confrontée par le corps du Fils de Dieu, que la mort a été obligée de rejeter 3 jours après. Donc si le Fils, par son corps, par son être entier, a déjà vaincu la mort, et que ce Fils a reçu son corps de la Vierge Marie qu'il a fécondé avec la puissance de l'Esprit Saint, il est tout à fait normal qu'il n'y ait plus de combat entre Marie et la mort, puisque le Fils l'a déjà rendue victorieuse de cette mort, et la protection de son corps immaculé est portée directement au ciel. C'est ce que nous célébrons et nous espérons que, comme Marie, même si nous connaissons la déchéance du corps, que nos corps en Jésus-Christ est transfiguré et que nous devenons co-héritiers avec Marie du royaume des cieux. À Savalou, le 15 août résonne d'une double ferveur spirituelle et culturelle. La célébration de l'Assomption, suivie par de nombreux fidèles et autorités, a donné lieu à une homélie porteuse de sens. Dans le même temps, la fête de l'Iyam, symbole d'identité et de partage, a animé la ville. Nous avons recueilli pour vous des échos de cette journée exceptionnelle. Retour avec les éléments de Zaï TV. Donc notre père évêque, dans son homélie, effectivement, a dit que le Bénin est un pays de paix et que la Vierge Marie, la Bénémoine Vierge Marie, qui est Notre-Dame de la paix, veillera sur les élections qui arrivent et que tout se passera dans la paix, la transparence et l'inclusivité. Je pense qu'il ne dit pas autre chose que ce que nous aussi nous professons, que cela soit à l'Assemblée, au niveau du Parlement, ou bien que ce soit au niveau de l'exécutif. Nous appelons de tous nos voeux des élections apaisées dans la paix et dans la sérénité, et sans oublier que l'inclusivité
et doit être de mise. J'accueille avec beaucoup d'humilité l'homélie de notre père évêque et je pense que tout se passera selon ce qu'il a dit et il a demandé que nous prions beaucoup la Vierge Marie, que lorsque nous entrons dans une église, que nous nous recueillons, que nous prions et lui la foi que tout se passera bien. Je pense que nous sommes bien en phase avec son homélie. 15 août, c'est l'ascension de la Vierge Marie pour intercéder auprès de Dieu le Père nos supplications, donc pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Au même moment, nous sommes venus célébrer avec la population de Savalou la fête de la moisson. Donc notre igname que nous consommons, je crois qu'on a pensé aussi aux membres de nos ancêtres qui seront les premiers à goûter à notre igname avant que nous-mêmes humains ne consommons. Ainsi, la prochaine saison sera une saison fructueuse. Donc pour l'abondance de nos cultures, de notre récolte l'année prochaine, je crois que nos prêtres ont prié pour que règne sur tout l'étendue du territoire la paix. Et si vous suivez bien l'homélie, il a insisté beaucoup sur la paix. En tant que président d'honneur de cette messe qui est organisée, je voudrais tout simplement remercier Dieu de nous avoir permis de connaître ce jour. Et je profite de l'occasion pour expliquer que ce jour donne une possibilité aux filles et fils de Savalou et leurs amis de se retrouver pour implorer Dieu sur notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que très prochainement, le Bénin fera face à beaucoup d'élections à partir de janvier 2026. Le Bénin fera face à beaucoup d'épreuves du point de vue électoral. Il va de soi que nous profitions de ces occasions pour implorer Dieu à ce que Dieu soit avec le Bénin, que Dieu soit avec notre pays, pour que tout se passe bien. Donc c'est l'objectif principal qui nous a guidés à accepter d'être président d'honneur de cette messe. Je pense qu'aujourd'hui à Savalou, nous sommes dans une double célébration. Nous célébrons donc l'Assomption, qui est donc la montée de la Vierge Marie vers son Dieu. Cette montée symbolise donc la joie et puis l'espérance. L'espérance de la victoire de la Vierge Marie sur la mort et sa présence auprès de Dieu. En réalité, nous célébrons aujourd'hui l'espérance. Et cette espérance, nous voulons la partager avec toute la communauté de Savalou, mais toute la communauté béninoise, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit athée. C'est avec tous les Béninois et toutes les Béninoises que nous partageons ce jour d'espérance. Espérance, espoir pour le Bénin, pour chaque Béninois, chaque Béninoise et pour le Bénin tout entier. Ce que je retiens à cette célébration, c'est le message de l'évêque qui a parlé sur l'humilité, qui a parlé sur la foi, et qui a parlé sur la vacuité de l'être humain et qui a fini par dire que vous pouvez tout avoir, si vous n'avez pas la foi, vous êtes zéro, et que c'est seule la foi qui sauve. Aujourd'hui, nous avions besoin de tout le monde. Nous avons besoin de tous les enfants du Bénin pour que nous soyons ensemble pour célébrer des événements comme celui-ci. J'ai assisté à une messe avec beaucoup de satisfaction. L'homélie de l'évêque a été, on ne peut plus dire, assez édificateur. Il nous invite à la paix. Dieu nous appelle à la paix. Notre pays a besoin de la paix, notre pays a besoin de la sécurité, notre pays a besoin du développement. Et tout ça, nous l'avons lu à travers l'homélie du prélat. Et il importe que ces valeurs puissent être celles qui vont nous caractériser les mois, les jours, les semaines à venir, parce que notre pays en a grandement besoin. Et en ce jour, en fait, du 15 août,
L'appel que nous devons lancer à chacun et au peuple béninois, c'est cet appel d'unité, de dialogue, d'écoute et de fraternité. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dans notre pays nous cacher d'une réalité, de ce que nous avançons vers des périodes cruciales pour la République du Bénin, pour les Béninois et les Béninoises. Et à travers donc, cette fête à Savalou, nous appelons tous à l'unité, à la fraternité et que le Bénin triomphe. Le Bénin restera, le Bénin est un et indivisible. Et ce que nous avons de plus cher, chacun de nous, c'est le Bénin. Donc cette fête aujourd'hui, nous dédions ça à la fraternité, l'unité et la paix du pays. Le 15 août, les murs du palais royal de Savalou ont vibré au rythme enivrant de la fête traditionnelle de l'Iam. Cette célébration, véritable symbole d'une culture vivante, rend hommage aux ancêtres et met en lumière la richesse des traditions dans cette ville emblématique du Bénin. Et dans ce reportage, signé AETV, revivez les moments forts de cette authentique fête au cœur de la cité des Soras. Ce vendredi 15 août, Savalou s'illumine au rythme de la fête de l'Iam, une fête ancestrale qui rassemble filles et fils de cette terre pour rendre grâce aux ancêtres et célébrer les récoltes. Dans le palais royal, l'ambiance est débordante. Des chants, les danses et les percussions rythment la célébration, témoignant de l'importance de cette journée dans la mémoire collective. Ce sont les ancêtres qui avaient l'habitude de célébrer l'Ignam. L'Ignam est d'une importance capitale. On peut dire même que c'est un ancêtre. C'est un esprit que les ancêtres évoquent. Tant que les divinités de nos maisons ne consomment pas l'Ignam, nous ne la consommons pas non plus. Avant toute consommation de nos simples individus, le roi doit consommer. Les ancêtres doivent consommer avant que ça ne vienne au niveau du bas peuple. Dans cette atmosphère, visiteurs et natifs se confondent, savourant la richesse de la fête. Quand je suis arrivée à Savalou aujourd'hui, j'ai adoré la beauté de la ville. Les collines, la verdure et tout ce qui va avec, j'ai adoré. Je ne savais même pas où me mettre pour me prendre des photos et tout, j'ai adoré. Et la fête de l'Ignam, l'odeur de l'igname, les bruits des mortiers là, je suis pressée d'aller m'asseoir quelque part et manger. C'est une belle fête et il y a de belles décorations. On a vu les gens qui sont richement habillés et c'est beau de continuer comme ça. On ne doit pas perdre nos valeurs, donc c'est bien. Nous sommes contents d'être ici et de faire partie de cette belle célébration. Ça ne vient pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les jours, mais une fois au moins en passant, voilà. Donc je souhaite juste une très bonne fête à tous les natifs de Savalou et comment dirais-je, les amis et tout. Pour les natifs de Savalou, cette venue au palais n'est pas anodin. C'est un roi qui a constaté qu'il faut se rappeler de nos filles et fils qui sont dispersés un peu partout dans le monde afin qu'ils puissent célébrer conjointement avec nous cette fête en convoyant leurs cotisations pour les rituels avant toute consommation de la nouvelle Ignam. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Partout dans la ville, des ruelles aux places publiques, l'ambiance est électrique. Le 15 août à Savalou est ainsi bien plus qu'un événement festif. Cette journée mémorable de festivité porte en elle l'essence d'un peuple fier de ses racines et de son identité. Allons à présent à la découverte de l'origine de la célébration de l'Iam et de son interprétation selon les traditions béninoises avec l'anthropologue de développement Jacques Aguiadaro au micro de AETV. La sortie de l'Ignam est ritualisée.
On ritualise la sortie de l'igname parce qu'on part du principe que l'igname n'est pas seulement une question de tubercule, mais derrière, il y a des représentations sociales, il y a des perceptions sociales d'un certain nombre de paramètres liés au temps. L'igname, c'est 9 mois et vous savez bien que la métaphore des 9 mois, l'analogie des 9 mois renvoie à la limite au temps que peut faire un enfant dans le ventre de sa mère. Donc, il y a un certain rapprochement qu'on peut faire et qui montre que ce n'est pas une sorte de tubercule comme tout autre tubercule. Après, le volet rituel aussi de la sortie de l'igname suppose un certain nombre de pratiques qu'on mène, notamment la consultation, pour savoir un petit peu sous quel registre on rentre dans cette nouvelle, dans ce nouveau cycle de consommation de l'igname. C'est pour ça qu'on demandera à tous les profanes de s'abstenir, n'est-ce pas, de prendre de l'igname tant qu'on n'a pas effectué le rituel officiel de sortie d'igname. Et ce rituel permet de voir un peu tous les codes sociaux qu'il y a autour de la consommation de l'igname, parce que derrière ce rituel, il y a ce qu'on peut appeler la consultation du phare, après il y a l'interprétation du phare, il y a peut-être le message divinatoire, et après tout ce qu'on peut appeler les rites d'expiation, les rites de purification, de tout ce qui sort derrière avant qu'on ne dise, bon, vraiment, le signal est donné. Ça suppose que quand vous appartenez à une certaine communauté, notamment les communautés et Savalo et autres, lorsque vous consommez l'igname, pendant qu'on n'a pas encore fait les rituels de l'igname, vous êtes dans une déviance sociale. Donc, vous pouvez avoir faim et ne pas être en mesure de consommer l'igname parce que vous avez l'igname autour de vous. Mais l'igname que vous avez n'est pas encore mise en consommation. Et lorsque vous consommez ça, vous êtes dans ce qu'on peut appeler une déviance sociale, une déviance au niveau communautaire. Donc, cette manière de codifier, cette manière de créer un environnement purement culturel et culturel autour de l'igname montre qu'on nourrit le corps et on nourrit aussi l'esprit. Et nourrir le corps et l'esprit, c'est nourrir la complétude humaine, à la limite. Jacques Aguiadaro, l'anthropologue, a également évoqué la relation entre l'igname et le phare. On le suit à nouveau. Quand on rentre dans un registre de consultation du phare, c'est une sorte d'interrogation, c'est un dialogue avec le divin pour comprendre le message, pour décoder. Mais le plus important, c'est déjà de comprendre que on tend à faire un peu une sorte de rapprochement, n'est-ce pas? On tend à faire un rapprochement entre la vie humaine, et vous savez que l'être humain est sacré. Et lorsqu'un enfant reste dans un ventre, dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, ce qui sort n'est pas seulement une vie physique, c'est toute une entité spirituelle, c'est toute une entité culturelle sur laquelle il y a certainement un message, il y a certainement une certaine relation avec l'ordre divin, l'ordre immatériel. Donc, c'est à la limite la même chose qu'on tend à répercuter un peu sur la sortie de l'igname. Donc, après 9 mois, on suppose qu'il y a eu tout un processus, n'est-ce pas, de contact ou tout simplement de ritualisation, un petit peu de la période de consommation de cet igname-là. Maintenant, qu'est-ce que le phare va révéler? Le phare, on fera la consultation et le Bokono pourra sortir les codes qui sont derrière le message du phare, et en fonction du message, les rituels à faire seront faits. Le plus important, c'est déjà de comprendre que le rôle du Bokono est important pour servir d'intermédiaire entre ceux qui veulent entrer en consommation de l'igname et le message avec lequel, n'est-ce pas, cette première vague de tubercules s'offre à l'humanité. Donc, vous avez un marché de gens qui sont en attente de consommer l'igname, mais vous avez aussi un ordre divin qui veut passer un message, qui veut peut-être aussi donner des codes sociaux. C'est comme ça qu'on fera la même chose pour un enfant. On parle souvent de atogophare. Vous savez bien que dans nos sociétés, quand une femme est enceinte, à un moment donné, on fait la consultation du phare pour savoir sous quel principe l'enfant va naître, pour savoir un peu quel est le message qu'il y a derrière, savoir dans quel ordre social l'enfant va naître et quelles sont les prescriptions, quels sont les interdits et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour savoir s'il y a des rituels à faire avant la sortie de cet enfant-là. On fait la même chose pour l'igname, donc il n'y a pas de message connu d'avance.
Dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin, la Sénat poursuit sa campagne d'information et de formation des élus locaux sur le parrainage. Après Parakou, cap a été mis sur le centre et le sud. La rencontre s'est tenue à la mairie de Boïcon. Reportage signé SRTB. Cette rencontre d'échange, la deuxième du genre, organisée au profit des élus, traduit la volonté de la commission électorale d'assurer une organisation rigoureuse et inclusive de la présidentielle de 2026. Venus de 8 départements du sud et du centre du pays, ces élus communaux s'approprient le fondement juridique du parrainage, les conditions et modalités d'opérationnalisation et la procédure de délivrance du formulaire nominatif. Ces formulaires contiennent, pour chaque parrain potentiel, des informations sur son identité complète, notamment son nom, prénom, date de naissance, circonscription électorale et qualité, député ou maire. Ils permettent également aux candidats, présidents et vice-présidents de décliner leur identité complète, ainsi que celle du ou des partis politiques de leurs parrains. À cette séance, les participants ont également été informés des nouveautés introduites après l'expérience de 2021, notamment l'ancrage juridique et territorial du dispositif, le seuil requis pour valider un duo de candidatures et le caractère strictement personnel du formulaire nominatif. Nous avons innové en mettant actuellement un cas pratique du formulaire et les informations que doivent comporter ces formulaires-là pour que les candidatures soient acceptées lors de leur dépôt à la Commission électorale nationale autonome. Cela vise à informer les maires sur les conditions et l'opérationnalisation du système de parrainage. En un mot, comment cela va s'appliquer, comment cela va être fait. Je vois que les maires ont compris. Nous sommes clairement situés sur les attentes de la Sénat par rapport à notre participation aux élections générales de 2026, notamment les élections présidentielles. Ce qui est attendu des maires, c'est la gestion de leur parrainage par rapport aux différents candidats dans le cadre de ces élections. Après les maires, les députés, autres potentiels parrains, vont également bénéficier de ces explications de la Sénat sur les modalités de parrainage à la présidentielle de 2026. Comment arriver à une gestion durable des ressources en eau? Cette préoccupation a réuni les membres du réseau du Parlement béninois pour l'eau, l'assainissement, le climat et le développement il y a quelques jours. Et c'était dans le cadre d'un atelier, une initiative de l'ANCB. Pour plus de détails, suivons cet élément signé SRTB. Cet atelier d'appropriation vise à renforcer la législation sur la gestion durable de l'eau au Bénin en tenant compte des défis liés au changement climatique tels que la pollution, la pression démographique et les conflits d'usage. C'est pour ces raisons que cet atelier est important à double titre. D'une part, il vise à renforcer les capacités des parlementaires pour une meilleure compréhension et appropriation des principes de la GIE. D'autre part, il constitue un cadre de plaidoyer stratégique pour que les politiques, les textes de loi, les budgets et les programmes reflètent davantage les priorités de notre pays en matière de gestion durable des ressources en eau. Pour ce faire, le Bénin a engagé d'importantes réformes. L'une de ces réformes vise désormais à faire le cadrage de l'activité de forage en République du Bénin. L'une de ces réformes vise également à ce que tous les usages à des fins commerciales de la ressource en eau soient soumis à des autorisations signées par le ministre de l'Énergie, de l'eau et des Mines. Et enfin, l'une des importantes réformes vise à mettre à la disposition de tous les acteurs techniques des documents programmatiques. Je suis persuadé qu'à l'issue du présent atelier, qui est un moment de construction d'une vision commune, chaque participant sortira engagé à défendre le droit des populations d'accéder à l'eau et à jouir d'un milieu sain.
Les assises réunissent des députés, des maires, cadres techniques et autres acteurs de la société civile. Leur mission, examiner et proposer des amendements ou des compléments à la législation actuelle sur l'eau afin de mieux encadrer la gestion des ressources hydriques face aux défis du changement climatique. Des cadres du ministère de l'Économie et des Finances ont pris part du 11 au 14 août dernier à Cotonou à un atelier de renforcement de capacité sur la mobilisation de la finance verte islamique et l'élaboration d'un cadre juridique pour la création d'une unité dédiée. Plus de détails avec Béné TV. Au cœur de cet atelier, une préoccupation. Comment lever les capitaux en faveur du développement durable? Pour y répondre, ces acteurs renforcent leurs capacités. Chargés de la mobilisation des ressources intérieures et extérieures, ils vont s'outiller sur les processus et stratégies de mobilisation optimale de la finance verte islamique. Cette formation revêt une importance capitale car elle permettra de comprendre plusieurs concepts à travers les modules qui seront développés et d'outiller les cadres à divers niveaux. Les travaux se tiennent sur financement du comité permanent de la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique. La Malaisie, leader mondial de la finance verte islamique, offre l'expertise. Au terme de cette formation, nous souhaitons que vous soyez à même de faire des propositions concrètes pour renforcer les actions et les innovations du ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons besoin de ce type d'échange avec un pays qui est rompu à ses activités pour renforcer ce que nous sommes en train de faire et mieux structurer la démarche que nous sommes en train de mettre en place. Plusieurs modules théoriques et pratiques seront abordés au cours de l'atelier. À terme, les participants vont aussi élaborer un cadre juridique pour la mise en place d'une unité de mobilisation de la finance verte islamique. L'Agence nationale du domaine et du foncier démarre la distribution de l'enregistrement au cadastre national après 3 ans de travaux et pour plusieurs citoyens de 12 communes pilotes ont déjà en leur possession ce document de propriété foncière. Plus de détails dans ce reportage. J'ai été émerveillé étant la première qui ait reçu mon certificat. C'est un grand jour pour Odette Afiavik-Pamegan, fonctionnaire à la retraite. Elle est désormais détentrice d'un certificat d'enregistrement au cadastre. Comme elle, des Béninois de 12 communes, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto Novo, Semekbodi, Sakete, Pobé, Boïkon, Parakou, Ndali, Djougou, Aplaro et Grand Popo sont en possession de ce document. Leurs parcelles figurent désormais au cadastre national grâce au projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national. Un projet piloté par l'Agence nationale du domaine et du foncier et entièrement financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Comme nous, humains, nous avons le numéro personnel d'identification. Il en est de même pour les parcelles. Chaque parcelle a un numéro unique parcellaire. Ça veut dire que vous ne pouvez plus confondre les parcelles parce que chaque parcelle aura son numéro. Le certificat d'enregistrement au cadastre, c'est la carte d'identité de la parcelle. Il y a de cela 3 ans, on a commencé par la collecte. Après, on a fait l'affichage, on a fait les enquêtes de Komodo. On a procédé à la correction et après la correction, maintenant, on est en train de délivrer les certificats d'enregistrement au cadastre. À Cotonou, l'opération a démarré dans quelques arrondissements. Je crois que c'est un document qui va soulager la peine de nos propriétaires. Je tiens déjà à remercier le gouvernement du président Talon pour cette noble réforme. À quelques kilomètres de Cotonou, à Sakete, Pobé et même à Abomey-Calavi, la question foncière reste un véritable casse-tête que l'enregistrement des parcelles au cadastre national vient régler. Le problème foncier au Bénin est un problème qui touche toutes les couches et les litiges ne finissent jamais. Mais à travers ce projet de PMAF, lorsque à la fin tout le pays serait cadastré, les litiges domaniaux vont disparaître. Ceux qui auront des corrections
Ils ont encore un temps pour pouvoir se rapprocher de la mairie pour faire ces corrections-là. Également, ceux qui ne sont pas encore dans la base ou bien entre-temps des domaines qui ont changé de propriétaire, c'est le moment pour vous. Il faut que les populations comprennent que c'est une occasion que le gouvernement leur offre pour pouvoir sécuriser leurs terres, pour qu'on puisse sortir vraiment de l'insécurité foncière. C'est une opération gratuite. Pour obtenir son certificat d'enregistrement au cadastre CEC, il faut avoir sa parcelle enregistrée au cadastre national avec des informations complètes et actualisées. Le CEC devient donc un document légal délivré par l'ANDF et peut être retiré en ligne à la mairie auprès de votre notaire ou de votre géomètre expert qui a effectué l'enregistrement en votre nom. L'avantage du CEC aujourd'hui, lorsque vous l'avez, vous avez plus de facilité à aller au titre foncier que la méthode classique. Le CEC facilite aussi la vérification à distance des informations relatives à une parcelle, permet de vendre ou d'acheter une parcelle avec titre foncier en toute quiétude et prouve que la parcelle est sécurisée. Les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau se sont réunis à la Maison des Jeunes d'Akpakpa pour célébrer l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse. C'était il y a quelques jours en présence d'autorités politico-administratives et de différents militants venus de la ville de Cotonou. Le reportage avec Eusave TV. C'est la volonté politique qui dicte le prix de tout ce que nous faisons. Que soit le prix des casquettes, les habits, nos belles chaussures. Autonomisation des jeunes grâce à l'intelligence artificielle et aux compétences du numérique. C'est le thème autour duquel ont eu lieu les échanges lors de l'édition 2025 de la Journée internationale de la jeunesse, initiée par les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau. Nos jeunes du 3e arrondissement, on s'est associés pour décider de la célébration de cette journée. Nous avons décidé de pionner, de cibler chaque jeune dans chaque quartier du 3e arrondissement. Nous sommes allés voir notre CA qui nous a donné tout son soutien. Après, nous sommes allés voir M. Cefas et M. Gourou avec beaucoup d'autres autorités et nous ont proposé que nous élargissons cette célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2025 sur toute l'étendue du territoire de Cotonou. Pour cette édition, le comité d'organisation a créé un cadre qui a permis de mener des réflexions sur les avantages que constitue le numérique aux jeunes, de même que ce qui constitue l'hygiène en la matière. Nous avons initié une journée de réflexion à laquelle nous avons invité un expert, M. Parfait Ao, qui est le porte-parole du parti, qui est arrivé, nous entretenu sur le thème de l'année retenue par les Nations Unies, qui est l'autonomisation des jeunes grâce à l'IA et aux compétences du numérique. Une célébration qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives qui ont témoigné leur attachement et leur accompagnement à la cause de l'épanouissement des jeunes. C'est un thème d'actualité. Il faut que tous les jeunes s'y adonnent pour que la jeunesse de demain soit une jeunesse bien formée et outillée pour le développement. Si les jeunes aujourd'hui prennent déjà conscience de ce que leur devenir est désormais entre leurs mains dans l'informatique augmentée et le numérique, je suis d'ores et déjà satisfait du fait que désormais la relève est assurée. Les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau ressortent de cette célébration plus aguerris et renseignés sur les opportunités du numérique. À travers le petit atelier de séminaire que l'expert a donné, on a pu comprendre que dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et aussi de l'entrepreneuriat, beaucoup d'opportunités s'offrent aujourd'hui aux jeunes parce que le gouvernement a fait de ces secteurs ses priorités. Il y a l'opportunité pour nous les jeunes de créer des applications et des solutions numériques. Je remercie le chef de l'État, mettons, dans la zone de l'État, il y a d'autres toromés. Et que je manions à zone de l'État, mais que je time à zone de l'État, pataki donc bon 77 communes et que time pipata bon mi vosi mais mi remercie dans maoyenane à Zangagbega. Pour le comité d'organisation de cette journée, la mission est donc accomplie. Je peux dire que je suis satisfaite
Et au nom du comité d'organisation, je peux aussi dire que nous sommes satisfaits parce que le porte-parole du parti nous a éclairé sur certains points dont nous n'étions pas au courant. Par exemple, la fibre optique qui a été implantée dans 70 communes sur 117 communes sur tout le territoire béninois. Les jeunes, à travers cette activité, se donnent la main pour profiter des opportunités de l'informatique avancée et maintenir le cap pour 2026. Sous le thème « Autonomisation des jeunes pour un avenir durable » a été célébrée la Journée internationale de la jeunesse au Bénin. La célébration officielle de l'édition 2025 a eu lieu à Parakou le 12 août dernier. Reportage avec Bénin TV. À l'unisson avec le reste du monde, le Bénin célèbre la Journée internationale de la jeunesse à Parakou, la cité des Kobourou. Une 26e édition placée sous le thème au plan national « Autonomisation des jeunes pour un avenir durable ». Autonomisation des jeunes, nous parlons du présent, nous parlons de l'avenir durable. Donc tout investissement qu'on pourrait faire sur la jeunesse aujourd'hui, tout ce qu'on pourrait faire pour concourir à son autonomisation doit viser son avenir durable. Chaque journée internationale représente une occasion d'informer le public sur les thèmes relatifs à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. Cette 26e édition de la Journée internationale de la jeunesse, qui nous permet de faire le point des avancées et des espoirs inachevés, marque aussi le 30e anniversaire du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Dans les allées des stands à la place Tabera, les jeunes entrepreneurs présentent avec fierté leurs projets et innovations. C'est aussi pour les autres jeunes une journée inspirante. L'État sait que nous sommes là, se rappelle de nous et a fixé une date spéciale uniquement pour les jeunes. C'est très très intéressant. Cette journée m'inspire beaucoup parce qu'en tant que jeune, je me vois en train de me battre, en train de m'investir corps et âme pour assurer en fait l'avenir des générations futures. Cette journée a été un véritable cadre d'échange et d'engagement pour une jeunesse béninoise ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. L'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin a présenté aux professionnels des médias le nouveau code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin. C'était dans la matinée du 11 août à la Maison des médias Thomas-Méançon de Cotonou. Les principales innovations ont été présentées par Ulrich Vital-Arotondi, président de l'ODEM. Il est au micro de ZAM-TV. Vous vous rappelez, nous sommes 13 conseillers à l'Observatoire. Nous sommes des bénévoles qui travaillons au service de la communauté et de la corporation. Et donc, il est important que les organes puissent nous aider à assumer ce métier-là et également à s'éviter même des procès. Donc, nous avons exhorté chaque média à mettre en place un comité éthique et déontologie à l'intérieur de sa rédaction. Ce qui veut dire que déjà, au sein des rédactions, il y a un filtre, un premier filtre vraiment sur les règles. Dès que vous avez des difficultés sur des sujets à aborder, ce comité peut déjà opiner pour vous dire, pour vous orienter. Est-ce que ce que nous voulons faire est conforme à la déontologie? Est-ce que ce que nous voulons faire est effectivement important pour notre communauté? Et ça, c'est très important de pouvoir mettre en place. C'est une forte exhortation que nous rappelons ici. Les organes doivent mettre en place des comités éthiques et déontologie dans les rédactions. La lutte contre la précarité dans les médias, nous avons insisté sur ce fait en exhortant vraiment les pouvoirs publics à trouver les mécanismes pour que l'accès à la publicité soit une réalité pour que les organes puissent mieux vivre et assurer donc la fonction républicaine d'un service à l'information de qualité. Le respect de l'éthique du journaliste, la délicatesse du journalisme en ligne. Nous avons rappelé dans cette directive que, de façon générale, le journalisme en ligne doit respecter toutes les normes éthiques professionnelles et les valeurs fondamentales du journalisme, quelle que soit la plateforme ou le format utilisé.
En particulier, les informations publiées donc, par les médias en ligne doivent être précises et basées sur des faits, vérifiées et publiées sans sensationnalisme, publiées sans intention de nuire à autrui. Vous allez vous rappeler que dans le glossaire, nous avons montré la mésinformation, la malinformation et la désinformation, qui rappellent donc l'intention de faire du mal avec des publications de façon volontaire et mensongère. Et donc, il est important que les informations soient inclusives et pertinentes et de tout point de vue impartiaux. Nous avons insisté également dans les directives sur la question de la santé et de la sécurité du journaliste. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mécanisme de protection et d'assurance sociale, d'assurance maladie. Et il est important qu'ensemble, nous puissions trouver dans les tribus de nos rédactions les capacités de retrouver un mécanisme qui nous permette d'assurer la santé des professionnels des médias fondamentaux qui travaillent jour et nuit au service de l'information. Et ici, nous avons, je ne sais pas si mes amis des forces de défense et de sécurité sont là, nous avons porté le large plaidoyer avec l'état-major général des armées pour que les journalistes soient protégés dans l'exercice de leur métier, et notamment dans la couverture des grands événements, et que cette collaboration puisse être une collaboration fructueuse et non des opposants au service d'un même État. Nous sommes tous donc dans ce service républicain. Il est important que le journaliste qui n'a pas d'armes et qui a que des micros et des caméras soit protégé suffisamment. Et ça, nous l'avons suffisamment dit aux forces de défense et de sécurité. Et nous espérons que ce code viendra préciser et donc renchérir cette volonté commune d'aller de l'avant. Et enfin, la protection des enfants, nous l'avons déjà rappelé, dans la protection des mineurs, il est important que les images que nous diffusons sur nos enfants, qui sont l'avenir, qui sont donc notre nation de demain, ces images soient valorisantes. Et ces images permettent donc à l'enfant de se retrouver et de se projeter également, et à notre société de penser que nous pouvons espérer un meilleur. Nous avons dit que la manipulation du contenu numérique est complètement proscrite par le Code. Il est hors de question que l'intelligence artificielle devienne pour nous un outil de manipulation de l'information. Et donc, nous devons savoir raison garder sur l'usage du numérique. Et enfin, je pense la protection de la vie privée et l'utilisation des sites de fact-checking. Nous avons encouragé les journalistes à vraiment continuer à vérifier les informations pour laisser moins d'espace aux fausses informations. L'avènement des réseaux sociaux et du numérique, si c'est un challenge pour nous en autorégulation, c'est également une opportunité pour les médias, parce que nous avons la possibilité désormais de faire la différence. Le public doit pouvoir choisir de suivre les médias classiques autorisés que de suivre les réseaux sociaux, parce que nous aurons compris que nous n'avons pas à répliquer les réseaux sociaux dans nos médias, parce que nous aurons compris que le travail d'investigation nous démarque de ce que nous pouvons évidemment espérer du journaliste social, du citoyen lambda qui peut prendre son téléphone et poster une information sans vérifier. Et donc c'est une opportunité pour les médias classiques de mieux se repositionner et de pouvoir faire le travail en grande qualité. Parlons du nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. Le nouveau document a été présenté aux journalistes du Nord, plus précisément au siège de la FERCAB. Ce document, qui comporte 28 devoirs et 8 droits, intègre plusieurs innovations pour accompagner les journalistes dans leur exercice et leur mission de renforcer le respect des règles déontologiques. Et ce code aidera les professionnels à mieux connaître leur rôle et responsabilités. Retour sur cette séance de partage suivie par la SRTV. Le nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias est désormais entre les mains des professionnels du Septentrion. Ce nouveau document est d'abord un document participatif. Le premier code, il était de 1999. Et donc 25 ans après, nous avons jugé ensemble dans la profession d'actualiser ce code au regard de la prolifération des fake news dans notre environnement, au regard de la naissance du numérique avec ses implications, au regard des nouveaux défis. Du glossaire à la déclaration des droits et devoirs du journaliste, en passant par des directives, ce code actualisé fixe les règles du métier. L'ancien code était de 26 articles, notamment 20 devoirs et 6 droits.
Aujourd'hui, on a un code qui va au-delà de ça. On a désormais 28 devoirs et 8 droits. En termes d'innovation, désormais, donc, ce n'est plus seulement les médias traditionnels qui sont pris en compte, même les médias numériques. Le document a aussi quelques autres ajouts qu'on a. Le glossaire, par exemple, qui est un ensemble de vocabulaire pour expliquer les nouveaux mots et concepts qui habille désormais notre jargon. Nous avons aussi la dernière partie qui est une sorte de recommandation, au total 12, qui s'annoncent comme des orientations que nous faisons à l'endroit à la fois des hommes des médias, à l'endroit des autorités publiques, mais aussi des responsables des médias. Distribué à tous les organes de presse, il se décline en plusieurs articles pour encadrer la pratique quotidienne. Avec cette initiative, l'ODEM réaffirme son rôle de régulateur et promeut le respect strict des règles du métier. Parlons toujours de ce nouveau document présenté aux professionnels des médias il y a quelques jours qui comporte désormais 33 articles. L'ancien conseiller à la HAC, Agapit Napoléon Maforican, est revenu sur son importance. Ses propos ont été recueillis par ESAV TV. En vous donnant une réponse aujourd'hui en 2025, je ne sais pas si j'aurai la même rigueur qu'en 1999, au moment où la première mouture du code de déontologie de la presse béninoise était adopté. Je le dis parce que ce document porte code d'éthique, code de déontologie et d'éthique. Or, la question avait été longuement, remuée pour nous demander si on pouvait codifier l'éthique. Qu'on pouvait codifier l'éthique. Je continue de me poser des questions, je ne vais pas donner une réponse. À l'époque, nous avions estimé que ce n'était pas possible et que l'éthique relevait de la morale et donc de l'éducation de chacun. Mais que dans la déontologie, il y a déjà l'essentiel des règles qui régissent la profession et qui n'ont pas besoin de relever de la loi. Ça doit aller tellement de fait que ça s'impose aux journalistes et la profession l'adopte comme sa principe sacro-saint. Alors, le journaliste qui respecte la déontologie, je suis sûr qu'il ne va pas avoir un problème d'éthique. Voilà, non. Donc, j'ai l'impression, pour moi déjà, évoquer l'éthique comme une codification, l'élément de codification, poser quelques problèmes de sémantique et aussi donc de sémantique par ailleurs. En dehors de ça, je dois avouer que les lois sur les médias règle déjà l'essentiel de ce qui doit être le comportement du journaliste. C'est-à-dire la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication, notamment cette loi-là. Après, il va falloir peut-être aller évoquer le code du numérique et dire que l'essentiel s'y trouve. Et que le journaliste qui respecte la loi 2015, le code de l'information et de la communication, a déjà ce qu'il lui faut pour faire son travail. Et s'il ajoute quelques directives du code de l'information, quelques articles du code de numérique, normalement, il devrait s'en sortir. Mais l'importance d'un code de déontologie, même en 2025, relève de l'acceptation immédiate, sans condition et sans contrainte, par le journaliste, des règles du jeu. Et c'est pour ça que je voudrais saluer l'ODEM pour son initiative. J'ai l'impression que c'est quand même encore la seule fêtière, en fait, la seule organisation professionnelle au niveau national, au niveau des médias, qui tourne encore, qui ne se limite pas à festoyer, à organiser des tournois, des kermesses, mais qui s'occupe vraiment de la question de la profession au plus profond. Donc je salue l'Observatoire, je salue son travail, en disant, en 2025, il faut appeler le journaliste simplement à respecter les lois et la déontologie professionnelle. La déontologie professionnelle n'est pas particulièrement béninoise, elle est une déontologie. C'est-à-dire les principes sacro-saints de la profession à tous les niveaux. Donc ce code vient peut-être pour renforcer ce qui devrait être, et tant mieux.
11 août 1995 à 11 août 2025, déjà 30 ans qu'est décédé l'artiste traditionnel Yedenoua Diaoui. Ce 30e anniversaire de l'artiste a été célébré à Havronkou lors d'un colloque scientifique international. Plus de détails dans cet élément signé SRTV. La dimension scientifique de l'œuvre musicale de l'artiste Yedenoua Diaoui au cœur de ce colloque international pluridisciplinaire. Le rendez-vous marque la célébration des 30 ans de décès de cette icône de la musique traditionnelle béninoise. Yedenoua Diaoui, né dans les années 1930 et décédé le 11 août 1995. Yedenoua a laissé en mourant une gigantesque œuvre dont il convient d'étudier les paradigmes épistémiques des textes des chansons, car il était auteur-compositeur à la fois, créateur de plusieurs rythmes traditionnels et chanteur. Yedenoua Diaoui est un artiste émérite qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de notre commune Havronkou et du Bénin tout entier. L'influence des chansons de l'artiste Diaoui, considéré comme un philosophe, reste immense sur la musique béninoise. En explorant les textes, les rythmes, les contextes culturels et les philosophies sous-jacentes à l'œuvre de Yedenoua Diaoui, ce colloque nous permettra, j'en suis convaincu, de mieux comprendre ce que nous sommes, d'où nous venons. Quand on examine le répertoire musical de Yedenoua Diaoui, on note une multiplicité de pratiques rythmiques. Selon les sources orales, c'est le rythme Diegbi que le grand frère Dramvodou lui a transmis, réalisé avec des cloches, des bouteilles vides et des battements de mains. Mais au terme de sa carrière, on note la réalisation d'un peu moins d'une dizaine de rythmes comme le soléon, le agbaléon, le agogbeon, le joglisson et le massé. Diaoui n'est pas seulement l'artiste que vous voyez, c'est un grand acrobate, un monteur de palmiers, un extracteur de vin, il faisait tout. Un artisan qui fabriquait les meubles en raffia, on l'appelle d'ailleurs Tafé Djan, propriétaire des tabouris. Le colloque scientifique sur l'œuvre musicale de Yedenoua Diaoui reste marqué par l'interprétation de quelques-uns de ses morceaux par l'artiste qui font son fils devant un public ému, se transformant en un véritable chœur. Le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, a été élevé au rang de grand conseiller de l'ordre national, une distinction reçue en reconnaissance d'un engagement de plus de 3 décennies au service du développement national. La cérémonie s'est tenue le 13 août dernier à Saint-Vallou en présence de ses proches. Une médaille, symbole d'engagement et de loyaux services. Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social, reçoit ici l'une des plus hautes distinctions honorifiques, grand officier de l'ordre national. Moment solennel, empreint d'émotion et de reconnaissance. Président d'institution, Conrad Gbagidi cumule plusieurs décennies d'expérience dans la vie publique et associative, œuvrant pour le dialogue social et le progrès économique. Vous avez toujours travaillé à réconcilier performance économique et justice sociale en Afrique comme en Europe. Depuis votre élection à la tête du Conseil économique et social, vous avez su redonner souffle et crédibilité à cette institution clé. Cette décoration marque donc un jalon important dans le parcours de Conrad Gbagidi et réaffirme la valeur du service rendu à la nation. Cette distinction est individuelle, certes, mais elle constitue surtout un défi, un appel à l'action. Elle rappelle que le service de la patrie, l'engagement citoyen et la recherche constante de l'excellence sont des valeurs cardinales qui doivent guider nos actions au quotidien. L'Ordre national du mérite est une distinction honorifique qui récompense les mérites personnels et les services rendus à la nation. Du 22 au 31 août prochain, l'esplanade du Palais des Congrès Cotonou accueille le Salon national de l'artisanat du Bénin. Et l'édition 2025 met à l'honneur l'artisanat béninois. Et c'est sous le thème
artisanat béninois, défis et enjeux de la labellisation et de la certification des produits artisanaux pour la facilitation de leur écoulement sur les marchés locaux et internationaux. Au cours d'une conférence de presse, les organisateurs ont dévoilé le calendrier de l'événement. SRTB pour les détails. Plusieurs stands d'exposants, ateliers pratiques, animations et compétitions avec le Royaume du Maroc comme invité spécial, le Salon national de l'artisanat du Bénin SNAB 2025 est un instant festif pour les familles et les amis. Des démonstrations sur les stands toute la journée, des soirées culturelles, concerts, théâtre, contes et un studio radio-télévision sur site pour vivre le salon en direct. Nous donnons un caractère vraiment sous-régional à cette édition où nous avons convié à cette occasion et toutes les chambres des métiers et de l'UEMOA. Le Maroc est très actif par rapport à la main tendue qu'il fait en matière de renforcement des capacités. Donc l'initiative pour qu'on puisse être dans une légitimité et de relations sud-sud. À cette fête des artisans béninois, les 8 meilleures œuvres retenues vont recevoir l'accompagnement de la Chambre des métiers, CMA Bénin. Nous travaillons à accompagner les entreprises artisanales et les artisans à labelliser et à certifier leurs produits. C'est le seul gage qui convainc les consommateurs. Ensuite, nous organisons des formations pour amener nos artisans à faire du numérique un outil précieux et important dans l'entrepreneuriat. Je voudrais, une fois encore au nom du ministre en charge de l'artisanat, remercier Madame la vice-présidente de la République qui a accepté cette année d'être la marraine de cet événement. Initié pour offrir des débouchés aux artisans béninois, le SNAB est définitivement une occasion rêvée de découverte du savoir-faire des artisans béninois. La deuxième édition de la fête identitaire de Soklo-Bohwe s'est tenue du 7 au 9 août dernier dans la ville de Dassazoumé. Une célébration à laquelle la marraine de l'édition 2025 et présidente de la dynamique CHA, Christelle Rondongo Aliouza, a assisté et en apportant son soutien aux fils et filles de la région. Reportage ESAE TV. La ville de Dassazoumé a vibré au rythme de la deuxième édition de Soklo-Bohwe du jeudi 7 au samedi 9 août 2025. Christelle Rondongo Aliouza, marraine de cette édition, a honoré de sa présence l'événement. C'est donc dans cette fraternité, dans cette entente et en n'oubliant pas en fait nos objectifs individuels par rapport à nos spécificités que nous allons aborder les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, mais dans la fraternité. Les initiateurs de cette fête identitaire rappellent l'objectif fondamental qu'ils visent. Celui de construire ensemble une identité culturelle, territoriale et d'en révéler toutes les facettes au monde entier. Christelle Rondongo Aliouza n'a pas marrainé une simple célébration festive. Ces 2 jours de manifestation étaient également un moment de réflexion sur le développement de Soklo-Bo. Actualité hors de nos frontières à présent, vendredi 15 et samedi 16 août en Afrique du Sud, des représentants de la plupart des secteurs du pays comme un échantillon de la société sud-africaine se sont retrouvés pour faire un état des lieux des préoccupations au sein de la population. C'était la convention nationale qui s'est déroulée à l'université de Pretoria à l'initiative du président Cyril Ramaphosa afin de réparer
réparer les nombreuses choses cassées dans le pays. La fin de cet événement marque, il faut le noter, le début du dialogue national, plusieurs mois où les Sud-Africains seront invités à échanger et se faire entendre à l'échelle locale dans les écoles, les centres sociaux, à la maison, dans les lieux de culte. Et il faut noter que l'objectif visé, c'est d'engager le dialogue avec au moins 10 millions de Sud-Africains. Autre information hors de nos frontières, la coalition des volontaires qui rassemble les soutiens de Kiev dont Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz s'est réunis en visioconférence ce dimanche à 15h, 13h TU, selon des images depuis la résidence d'été du président français au fort Brégançon. Et cette réunion vise, il faut le noter, à préparer la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky prévue ce 18 août à Washington, a déclaré en préambule Emmanuel Macron, qui doit également y prendre part, ainsi que des principaux leaders européens. Il faut ajouter qu'en introduisant les discussions, le président français a de nouveau appelé à maintenir la pression sur le président russe Vladimir Poutine. Mesdames, Messieurs, sur cette information prend fin ce JT des JT. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne semaine.